écoutez, je vous propose qu'on enchaîne directement sur nos réactions et sur les différentes réactions aussi d'experts, de politiques, etc., à la condamnation de Marine Le Pen qui est récemment tombée. Et voilà, donc on a tous et toutes été témoins d'un florilège de réactions suite à ça. Et nous, on va faire de même avec nos propres analyses, notre propre regard. Je propose de vous montrer déjà une première vidéo à laquelle on va pouvoir réagir. C'est une intervention de Laureline Fontaine. Voilà, je vous propose de regarder ça dans un premier temps et d'y réagir, comme dit. Il faut quand même noter que pratiquement tous les pays envisagent des peines d'inéligibilité pour le personnel politique qui n'aurait pas respecté les règles relatives à la compétition électorale ou à l'exercice des fonctions publiques et des fonctions électives. Alors, il est vrai qu'en France, on applique assez facilement les peines d'inéligibilité aux élus. C'est parce que déjà, il y en a beaucoup. Sur le territoire national, il y a beaucoup d'élus locaux, qui sont plus nombreux d'ailleurs qu'en général à l'étranger, qui peuvent être ainsi condamnés. Mais je dirais que globalement, contrairement à une idée reçue, il semblerait que la justice, jusqu'à présent, ait été plutôt clémente avec le personnel politique, que toutes les lois favorisant la probité dans l'exercice des mandats publics et électifs aient été arrachées vraiment difficilement. Et on voit que dès qu'il s'agit de les appliquer, eh bien, le personnel politique crie au scandale, crie au gouvernement des juges, alors même que précisément il a voulu satisfaire le corps électoral en adoptant ces lois. La dernière en date, la plus célèbre, c'est évidemment la loi pour la confiance dans la vie politique qui prévoit aussi ce type de peine. Alors il y a une tradition française aussi. Depuis longtemps, on pense que la légitimité de l'élu est supérieure à tout autre titre, et notamment au titre du juge. Ce qui pose un véritable problème parce que, par définition, le juge est illégitime dans cette version-là de la démocratie et de l'état de droit. Donc comment est-ce que le juge va pouvoir se frayer une voie? Très sincèrement, pour l'instant, c'est assez mal parti. Voilà, donc j'avais pas précisé à nos auditeuristes, mais c'est vrai que le son est un petit peu faible. On espère que vous aurez quand même réussi à entendre. Voilà, donc je vous propose les uns, les unes et les autres, du coup, de discuter un petit peu de cet extrait. Hicham, il me semble que tu avais pas mal de choses à en dire. Je te laisse commencer peut-être par rapport à ça. Oui, je voulais juste lancer la discussion sur cette vidéo et sur un léger rappel des faits. Ça a été fait sur plein de chaînes, mais quand même, 2-3 choses. Et un commentaire aussi avant pour la rediffusion, parce que dès lors qu'on parle de l'extrême droite, on a souvent plus de commentaires YouTube. Donc, si vous êtes proche du RN ou que sais-je, ou proche de ces mouvances-là, écoutez un petit peu. Ne nous insultez pas sur notre physique avant qu'on ait dit quoi que ce soit, et essayez de réfléchir un peu, parce que vous êtes fait voler. Bon. Donc, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le 31 mars le Rassemblement national et 25 membres de ce du Rassemblement national donc, pour des faits jugés au Parlement européen de 2004 à 2016, où il y a des histoires de fraude et de corruption, donc de travail fictif, d'emploi fictif pour les assistants parlementaires notamment. Donc, on peut y trouver des faits du style Julien Audoul, qui a envoyé un mail 4 mois après le début de son mandat pour dire, donc un mail envoyé à Marine Le Pen pour demander de rencontrer l'élu à qui il est rattaché. Donc, on voit que c'est vraiment ce genre de niveau caricatural d'irrespect. Et il y a également des tentatives de récidive qui ont été notées par M. Bardella, qui tente encore récemment de faire payer des personnes par des frais du Parlement européen, ou alors le majordome de Jean-Marie Le Pen, qui touchait 10 000 euros par mois et qui n'a absolument rien à voir avec le Parlement européen. Donc, le Rassemblement national, donc les faits au total, c'est 4,1 millions d'euros de détournés. Le Rassemblement national est condamné à 2 millions d'euros, Marine Le Pen à 100 000 euros, 4 ans de prison, dont 2 avec 2 fermes, mais avec bracelet électronique.
Et ce qui a fait le plus de débats et qui a pris tout l'espace, faisant oublier cette affaire quand même gravissime, c'est les 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Donc, c'est-à-dire que l'application commence avant qu'il y ait l'appel. Et l'appel, d'ailleurs, a été avancé à juin 2026. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, hein, ces gens-là peuvent toujours avoir des arrangements, mais on va en parler. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire pour rappel des faits. Et donc, on a eu droit à tout ce qui est tyrannie des juges, juges rouges, décisions politiques, et c'est un peu ce que le premier extrait voulait dire. Donc, je ne sais pas si Olivier ou Alilé, vous voulez réagir à ce qui a été dit et à ces faits pour commencer. Vas-y, Olivier, je te laisse la main. Ouais. Déjà oui, donc tu as rappelé un petit peu le détail de la condamnation, et c'est vrai que le débat médiatique s'est beaucoup concentré sur l'éligibilité, mais il faut vraiment pas oublier que donc ces 4 ans, cette condamnation, 4 ans de prison, c'est quand même, à mon souvenir, enfin j'en suis sûr, pour une personnalité politique de premier plan, c'est la condamnation la plus lourde, voilà, qu'on connaisse jusqu'ici, quoi. Bon, peut-être que Sarkozy va battre le record prochainement, mais en attendant, c'est ça. Donc il faut pas oublier que c'est vraiment, voilà, la peine quand même principale, on va dire, quand même de cette condamnation. Dans le passé, on a eu beaucoup de personnalités qui ont été, enfin pas beaucoup, enfin il y a toujours eu des cas de personnalités de personnalités politiques qui ont été condamnées, y compris avec des peines de prison, mais quelqu'un avec une chef de parti comme Marine Le Pen et voilà, candidate potentielle, voilà, c'est vraiment la première fois que ça arrive avec une condamnation de ce type, quoi. Je dirais, pour rebondir sur ce que Hichem et Olivier disaient, effectivement, en fait, ce qui est drôle, c'est que on parle beaucoup de l'exécution immédiate, et en fait, et c'est aussi, on en parle parce que c'est aussi pour ça qu'ils râlent, et en fait, ils ne râlent pas pour l'amende. On les entend jamais parler de l'amende, ou ils râlent pas pour les années de prison, mais vraiment pour l'inéligibilité qui a été appliquée immédiatement. Et du coup, on sent bien que c'est ça qui les dérange, et c'est ça qui met vraiment à plat tout leur plan. Et effectivement, Hichem, tu disais les juges rouges, c'est vraiment toujours ce travail de délégitimer les instances d'une démocratie, d'un état de droit, et toujours aller fragiliser, et en plus avec une hypocrisie incroyable. Enfin, on est très sévère avec les autres, mais pas avec mes copains, et surtout pas avec moi-même. Et bon, c'est difficile de voir une sorte d'objectivité là-dedans, quoi. Et il faut rappeler aussi que donc cette peine a été motivée aussi parce que le RN est récidiviste en la matière, a déjà été condamné juste avant dans l'affaire de détournement de fonds par tout un système via ces kits de campagne d'une élection précédente, voilà, qui était donc remboursé, enfin qui était surfacturé, donc remboursé par l'État à un niveau bien supérieur à leur coût réel. Donc c'est aussi parce que le Rassemblement national était récidiviste en la matière que les magistrats ont motivé leur jugement, y compris sur donc cette inéligibilité applicable tout de suite, hein, ça s'appelle l'exécution provisoire, qui voilà, pour empêcher encore que ça se reproduise. Et on a vu que, enfin, on a eu des révélations depuis que en 2022, le porte-parole du RN pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen avait aussi un emploi très vraisemblablement fictif payé par le Parlement européen. On a vu que Jordan Bardella, qui lui n'est pas concerné par cette condamnation, même s'il a été assistant parlementaire, et l'automne dernier, Libération a révélé qu'il avait fabriqué des preuves en fait pour échapper comme ça à une condamnation. Donc il y a eu depuis une plainte par une association, voilà, agréée contre la corruption contre Bardella à ce sujet. Donc cette idée d'empêcher des récidivistes de continuer à détourner de l'argent public est vraiment, voilà, motivée très pratiquement.
Lucie, je sais pas si tu as un commentaire particulier. Moi, c'était une remarque de Laureline Fontaine enfin, sur laquelle je voulais rebondir en fait. À un moment, elle dit la légitimité de l'élu est perçue comme plus importante que la légitimité du juge. Et donc, le juge est-il légitime tout court s'il l'est moins que l'élu? Enfin, donc ce côté absolu en fait de la légitimité. Alors, effectivement, et je ne veux pas lancer un débat là-dessus parce qu'on en aurait pour toute la soirée, c'est vrai que c'est très important de définir ça, de définir qui est légitime pour faire quoi, mais bien sûr, cette légitimité technique qu'ont les juges, elle est aussi très importante. Alors, ça pose une question presque philosophique. Est-ce que c'est parce qu'on est élu qu'on est légitime à faire quelque chose? Bien sûr, c'est un débat hyper compliqué. Et par exemple, là, c'est la question, par exemple, de la légitimité technique, elle s'applique dans le cas d'autres professions, dans le milieu médical ou dans le milieu comptable, où voilà, c'est pas parce qu'on a élu quelqu'un qu'une personne est à même de pratiquer une décision. Et bien sûr, cette question que pose Laureline Fontaine, elle est très importante, mais et bien sûr, je trouve qu'il est super important de rappeler le soutien total aux juges à l'heure actuelle, parce que ça aussi, ça a été un peu ambigu, et je pense que tout l'appareil, enfin, voilà, que beaucoup de magistrats ont été aussi, n'ont pas eu le soutien aussi direct dont ils auraient sans doute dû bénéficier. Mais voilà, je pense que la question du terme de légitimité, il est important aussi à considérer. Voilà, on pourrait passer toute une émission à en parler, je pense. Mais du coup, Hicham, ton point de vue à toi et tes réactions à tout ça? Oui, ouais, ben merci, merci pour vos trois avis. Le fait d'avoir rappelé tous ces faits-là sur la récidive, c'est important, et je pense que ça va faire la bonne transition sur le deuxième sujet, sur la deuxième vidéo. Mais ce que tu as dit, Lucie, ça fait plutôt écho à la troisième vidéo où on va parler justement du lien entre la politique et les instances judiciaires, parce que parfois on a tendance à penser que il y a une forme de technicisme. Ouais, les instances judiciaires seraient en dehors de la société, et on a vu ça avait posé des problèmes, par exemple aux États-Unis. Il y avait des méthodes d'intelligence artificielle qui a été mises en place pour justement juger plus vite certains cas, sauf qu'il y avait un biais évident de racisme qui faisait que voilà, une personne noire allait prendre une peine plus lourde à cause de l'IA qui était biaisée par le jeu de données de base. Et donc voilà, et c'est plutôt là, je pense, la deuxième partie de la discussion. Non, moi, à mon avis, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y avait, voilà, la magistrate a été menacée, quant au soutien, la magistrate a été menacée de mort, mise sous protection policière. Il y a pas mal de vidéos intéressantes sur Blast, ou même il y avait une émission sur Backseat où il y avait Fabrice Arfi qui était invité, et ça parlait de ça, sur aussi comment les juges doivent parler médiatiquement. Mais avant de parler de ça, j'aimerais donc, Olivier a beaucoup mentionné le fait qu'à quel point le RN, voilà, c'est un parti de voleurs, quoi. C'est un parti corrompu jusqu'à la moelle, mais c'est pas que le RN. Et ça, c'est quand même la deuxième vidéo qu'on peut lancer qui parle de l'effet de système. Et juste avant, j'aimerais rappeler un fait, c'est qu'en le 11 février 2025, Transparency International France a noté que la France a connu un recul historique en termes de lutte contre la corruption, et qu'on avait atteint un stade de risque de perdre le contrôle de la corruption. Donc, je vais continuer un peu plus après, mais on peut écouter cette vidéo où je pense qu'on va voir François Ruffin, donc, qui va parler de ça, et ensuite Paul Hellec, qui est un militant communiste qui a quitté le PCF pour des raisons qui lui appartiennent, notamment pour la ligne trop droitière selon lui, et qui est aussi chroniqueur aux médias. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une chose, un point sur lequel Marine Le Pen aurait raison. C'est quand elle dit il n'y a pas que nous qui avons les mains salies, regardez Sarkozy. Vous avez là un ancien président de la République qui porte le bracelet électronique et qui s'est maintenant requis par le procureur, réclame 7 ans de prison contre lui pour avoir reçu des billets de la Libye de Kadhafi. Vous avez 26 ministres de la Macronie qui sont pris dans des affaires politiques et financières depuis 2017. Vous avez Alexis Kohler
bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée, jusque dernièrement, mis en examen. Vous avez Richard Ferrand, qui n'a pas été jugé sur le fond parce qu'il y avait prescription, mais avec des affaires immobilières qui ont mêlé sa femme, sa fille. Quand je dénonce tout ça, ça signifie qu'on n'est pas dans une déviance individuelle. On n'est pas dans une malchance, on n'est pas dans une coïncidence, on est dans un système. On est dans un système où il y a aujourd'hui une fusion, une confusion entre l'État et l'argent, entre la politique et l'argent. Il s'agit d'en sortir. Il s'agit qu'aujourd'hui, ça soit un jour de sursaut et qu'on sorte de cette accoutumance à la fusion entre l'État et l'argent, la politique et l'argent. Si on regarde et pourquoi il n'y a pratiquement aucun ministre de la Macronie qui n'a pas été à un moment mis dans une affaire, mis en cause dans une affaire, c'est parce que justement, il représente une classe organisée à travers une organisation politique qui défend des intérêts qui sont leurs intérêts propres au sens de classe, encore une fois, entre groupe social qui occupent certaines positions, qui ont certaines visions de la société. Donc la question, ça serait sans doute effectivement de toucher à la rémunération des élus. Moi, je n'aurais pas de problème là-dessus. Et je dirais même que d'ailleurs, il y a deux fonds. Il y a le fonds que les élus ont et puis il y a l'argent qui est donné pour payer les parlementaires. En tout cas, les attachés parlementaires, moi, je l'ai moi-même été et je remarque que c'est une relation de travail qui est très mal encadrée, qui, en termes de droit du travail, est absolument catastrophique, puisqu'il y a des liens de fidélité pour être viré du jour au lendemain, que les gens qui s'organisent à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, patinent, même s'ils sont très nombreux récemment, grâce à l'augmentation notamment de députés de gauche à se syndiquer, patinent pour obtenir une reconnaissance. Et je remarque juste que si l'argent devait être nécessairement plus déployé, ce serait à ce niveau-là. À savoir que dans des régimes parlementaires véritablement ancrés, il y a la possibilité d'avoir plus de salariés qui travaillent à l'action parlementaire et pour faire en sorte que l'action parlementaire soit suivie d'un travail de fond pour faire des commissions, des enquêtes, etc. Si on considère que c'est comme ça qu'il faut organiser. Côté à des lobbyistes. Exactement, et des sommes d'argent qui sont bien plus colossales et qui participent notamment de la corruption dont je parlais tout à l'heure au Parlement européen, ça me semble absolument évident. Donc, s'il y a à contrebalancer, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème à baisser la rémunération des élus. Je remarque que certains élus de gauche le font par eux-mêmes, mais que s'ils le font par eux-mêmes, c'est sur une question de bonne volonté. On ne peut pas organiser un système sur la bonne volonté de chacun. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien donner la parole à Lillet parce que je sais que tu es aussi, je vais révéler un peu ta vie privée, mais attachée parlementaire. Et sur ce qui a été dit, je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez des conditions de travail des élus et des personnes qui travaillent autour. Donc, j'aimerais bien t'entendre sur ça et sur ce qui a été dit dans l'extrait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est cool parce que je trouve que ça rejoint aussi un peu ce que disait Lucie tout à l'heure en termes d'exemplarité, de légitimité, etc. Parce qu'en fait, effectivement, c'est en fait un comportement qui se reproduit et qui est reproduit partout, en fait. Et aussi une sorte de protection qui est due, en fait, quelque part. En tout cas, qui est pensée comme due. Et effectivement, moi, ce qui m'a aussi choquée et ce que je trouvais pas croyable, notamment après la condamnation après le procès ARN, c'est les réactions de la droite et du camp présidentiel. Je trouve ça assez irresponsable d'hésiter ou bien de continuer sur cette ligne de c'est une décision politique, ce n'est pas une décision juridique, ou alors même juste d'hésiter comme a fait Bayrou. En fait, donc, je ne commence pas le débat que Lucie voulait dont Lucie parlait, mais je trouve que, surtout pour des députés ou des présidents, ou en tout cas quand l'élu est élu directement, avec un mandat direct, mais là je crois que je fais une traduction littérale en allemand, mais vraiment quand le scrutin est direct, en fait, la légitimité de l'élu lui vient de ses électeurs. Et donc, cet élu a le devoir de porter la voix et de respecter ses électeurs. Et en fait, la manière dont, en tout cas, à gauche, on voit notre mandat, c'est qu'on est soumis aux volontés et aux voix des personnes qui nous ont élus. Parce que c'est à eux qu'on rend des comptes.
à elle et eux qu'on rendait compte. Et effectivement, en se baladant à l'Assemblée, bon, bah, il y a des petites dorures au plafond, il y a des petits tableaux, il y a des petits soins, il y a des jolies serviettes en tissu, surtout pas en papier, que pour les collabs. Mais effectivement, ça peut un peu monter à la tête. Et c'est pour ça que il faut avoir les. En fait, il faut constamment, limite tous les jours, se redemander pourquoi est-ce qu'on est là, quel est notre objectif, et ne pas se laisser polluer ou attirer par ces jolies sirènes de la corruption, etc. etc. Je pense notamment à Anticor, qui est un mastodonte en termes de lutte contre la corruption, qui fait un travail exemplaire et nécessaire, et qui a failli perdre son agrément parce que Gabriel Attal ne voulait pas le continuer. Et c'était la première fois que c'était même remis en question, en fait. Et ça a été un peu la Ligue des droits de l'homme s'est aussi mise dessus parce que ça a été un peu un séisme. Et oui, voilà, j'étais dans un tunnel, mais en tout cas, c'est la manière dont je et en tout cas la très grande majorité des élus à gauche considèrent leur mandat. On a été élus par des personnes qui nous ont en fait confié leur voix, confié leur pouvoir démocratique. Dans ce cas-là, on en est responsable et on leur doit des comptes. Et je pense parce qu'on est très dans le personnel, dans les personnalités, et pas tellement dans la recherche des programmes ou des votes, etc. Mais vraiment, j'invite chacun et chacune à aller regarder ce que fait le ou la députée pour laquelle ou lequel on vote, parce que souvent, enfin, pas souvent, ça dépend des camps, encore une fois, mais ce qu'on dit à la télé ou sur nos réseaux sociaux n'est pas en fait la réalité de ce qui est voté. C'est vraiment, je prends comme exemple la réforme des retraites qui a essayé l'abrogation de la réforme des retraites qui a essayé de faire passer le RN, où en fait il y avait abrogation de la réforme des retraites que dans le titre, mais ensuite le texte était une pourriture monstre. Mais il faut aller voir après la première page. Et ensuite, tout se détricote parce qu'il n'y a pas de base dans ces cas-là. Ok, Olivier, je sais pas si tu as une réaction sur l'effet de système ou le côté, ou comment le Parlement peut être organisé. Je sais pas si tu as des connaissances particulières sur ça. Alors, globalement, moi, j'avais pas forcément le sentiment que les actes de corruption étaient en augmentation généralement dans la société, mais le rapport que tu cites comme est intéressant, qui contredit peut-être justement mon sentiment. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup depuis quelques années, c'est que j'ai l'impression que le système médiatique est beaucoup plus tolérant comme ça à des actes de corruption vis-à-vis de responsables politiques. Et par exemple, c'est assez inimaginable. François Bayrou, en ce moment, est en attente d'un jugement dans sa propre affaire d'assistant parlementaire fictif, donc d'assistant parlementaire européen aussi. Donc vraiment la même chose que Marine Le Pen, même si les montants engagés sont un peu moins importants. Bon, voilà. Son parti a été condamné. En première instance, Bayrou avait été d'abord relaxé, mais le parquet a fait appel. Donc voilà, donc Bayrou est en attente comme ça de ce jugement. Et le fait qu'il soit nommé Premier ministre quand même avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, moi, par rapport un peu à mon référentiel qui démarre, on va dire, dans les années un peu 90 où j'ai commencé comme ça à suivre la politique, c'est vrai que ça ça m'étonne énormément de voir comme ça, quoi. Et donc, le deuxième intervenant de la vidéo ici disait que de manière rhétorique, il exagérait en disant que quasiment tous les ministres macronistes avaient une affaire, mais moi, je m'étais amusé, entre guillemets, à la nomination du gouvernement Bayrou de regarder un petit peu et en prenant les affaires au sens large, donc à la fois celles qui ont vraiment une enquête judiciaire et celles où il y a eu des révélations dans la presse sans pour autant de procédure judiciaire. Ça concerne un tiers des ministres du gouvernement Bayrou actuel, quoi. Donc je trouve que c'est pas à tous, mais c'est quand même une proportion assez importante. Il n'y a pas que la droite qui a des affaires aux fesses, mais
On a vu quand le PS était au pouvoir, voilà, bon, Cahuzac, voilà, il y a eu la révélation aussi sur qui planquait son argent en Suisse, alors qu'il était en charge lui-même dans son ministère de lutter contre la fraude fiscale. Mais ça a abouti à une démission. Enfin, au début, il a menti, mais à partir d'un moment donné où son mensonge n'était plus tenable, il y a une pression médiatique qui a abouti à sa démission et qui a même abouti à des nouvelles lois qui ont un petit peu, justement, qui, au niveau de la justice, ont donné un peu plus de moyens, quoi. Mais au niveau médiatique, au niveau des carrières politiques, alors il y a une espèce de dissonance. J'ai l'impression qu'au niveau de médiatiquement, il y a beaucoup plus de tolérance, alors que paradoxalement, la justice a un petit peu plus d'outils à sa disposition, justement pour pouvoir enquêter et voilà, et donc condamner aussi, voilà, les personnes reconnues coupables de faits de corruption. Ouais, je me permets, si je dis pas de bêtises, c'est le parquet national financier a été créé justement après l'affaire Cahuzac. C'était ça, je crois, la Voilà, conséquence qu'il y avait eu plus. Il y a eu ça, il y a eu la Haute Autorité pour la Transparence Publique, qui est donc l'organisme qui demande en fait au ministre de déclarer leurs intérêts, comme ça on peut vérifier ou pas s'ils ont des conflits d'intérêts comme ça entre le privé et leurs fonctions de ministre, par exemple. Voilà, il y a eu aussi un peu un assainissement des indemnités parlementaires. Avant, c'était un peu vraiment des enveloppes qu'on pouvait distribuer n'importe comment. Et puis, petit à petit, à la fois sous le quinquennat Hollande et même au début de la Macronie aussi, hein, là, il y a eu un petit pas aussi intéressant, quoi, qui a été fait justement pour assainir un petit peu ces systèmes. Donc, en fait, il y a des choses positives qui se passent un peu comme ça, comme derrière en arrière-plan. Mais le principal levier, c'était quand même aussi la pression médiatique, en fait, quoi, qui empêchait un peu des personnes corrompues, on va dire, de faire carrière, quoi. Et ça, on est en train de le perdre. En effet, Mediapart a eu un rôle particulièrement important dans beaucoup de ces affaires-là aussi. La presse indépendante, justement, qui a fait son rôle à la place d'une presse. Et ça, c'est quelque chose qu'à gauche, on dénonce beaucoup sur la mainmise des médias par des intérêts financiers, des milliardaires souvent qui détiennent les gros titres de presse. Et même, voilà, on dit que le service public, aujourd'hui, c'est pas forcément un débat sur les médias, mais voilà, il y a des propositions à l'extrême droite. Je ne sais pas si la droite en parle, mais l'extrême droite veulent privatiser le service public, ou en tout cas, il y a une fusion entre Radio France et France TV. Voilà, on voit affaiblir aussi le service public. Lucie, je ne sais pas si tu as un mot à dire sur ce qu'on a écouté ou ce qui a été dit par. Si, très rapidement, pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, il est pas normal que, en tant que citoyenne, on ait tant de mal en fait à avoir accès à la transparence de la vie publique à l'Assemblée. Certes, il y a un déontologue, certes, il y a toutes ces instances qui ont été mises en place pour faire face, pour lutter contre la corruption, contre des dérives. Mais c'est vrai que c'est pas à des médias indépendants et c'est pas à des associations comme l'a cité Avilé Anticorps ou par exemple le projet Arcadie, des ONG, de faire le travail de révélation il y a un système de contrôle qui est mis en place et ça je le retire pas. On a tout un appareil aussi législatif qui devrait permettre normalement d'auditer en fait et d'assurer un maximum de transparence, mais c'est un système qui est perfectible. Et je ne sais pas exactement. Alors, c'est vrai qu'on arrive avec nos critiques et pas forcément avec des propositions constructives, mais ça pourrait être vraiment intéressant de rendre pleinement transparent l'exercice de, par exemple, ce qui se passe en commission. Enfin, certes, ça l'est déjà. On a déjà des chaînes comme LCP qui le permettent, etc. Mais d'avoir vraiment une transparence entière de toutes les dérives possibles et pas d'avoir juste un audit déontologique une fois par législature. Ce serait vraiment important d'avoir un exercice très régulier du contrôle sur le budget des parlementaires. Voilà. C'était rapidement pour résumer et rebondir sur ce que vous aviez dit. Je me permets de rebondir aussi. Je vais reparler un peu du rapport justement de Transparency International
National Front, parce que justement ça parle de ça aussi, c'est que dans la corruption, il y a pas que la corruption politico-financière, il y a aussi les aspects avec par exemple les histoires avec Nestlé Waters, donc c'est quand même des sujets, la corruption c'est au sens large, où il y a la santé mise en jeu, ou par exemple la montée du narcotrafic. On le sait souvent quand les études sur le narcotrafic montrent que souvent s'il y a une montée, c'est qu'il y a aussi des acceptations, que ça peut être au local ou à plus haute échelle, donc voilà aussi une absence de regard par facilité d'application, donc ça peut être dans la police ou dans d'autres instances. Il y a eu des articles aussi, il y avait un article du Nouvel Obs, ça je pense que ça nous avait toutes et tous choqués à gauche, qui était sorti en juillet, où on apprenait que Bernard Arnault disait à Emmanuel Macron de ne pas nommer de Premier ministre de gauche. C'est quand même assez étonnant. Et il le fait de plus en plus régulièrement, ce genre de déclaration. Ou alors, l'influence des lobbies, ça a été mentionné un peu sur le lien entre les forces d'argent et les forces politiques. Donc, on pense souvent à tout un tas de lobbies. Alors, le lobby, c'est pas mal, machin, mais si il n'y a pas de transparence, et c'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans le rapport, une nécessité de transparence en termes de rencontres entre les élus et les lobbies. Donc, c'est normal de rencontrer des lobbies pour appliquer un mandat, pour appliquer certaines lois liées à certains secteurs, mais si c'est une pression mise où on arrive à un stade où ça devient complètement antidémocratique, ça peut poser un problème. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur le lien, sur l'aspect systémique dont on a un peu parlé, entre le lien avec les forces d'argent, sur le fait que ce n'était pas juste une histoire d'individu, c'était quelque chose qui se reproduisait. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, sinon on peut passer à la troisième vidéo pour passer un peu aux réactions à gauche, où on avait tendance à dire que c'est plutôt sur la distinction juridique politique. Je trouvais ça intéressant pour nuancer notre avis. On disait non, juste la loi est appliquée comme si c'était une forme de mode d'emploi, mais montrer que c'est un peu plus complexe que ça. Donc, on va peut-être passer. Donc, sauf si quelqu'un a un truc à ajouter, sinon on passe à la troisième vidéo. Alors, c'est bon, allez. Merci. Dans cette affaire, c'est que... Et augmentez votre son. Habitué à ce qu'on lui dise qu'il ne devait pas faire de politique, que du coup, il essaye de réduire les règles de droit à une espèce de minimum incompressible qui serait que le droit, sous-entendu sans la politique, comme si ça existait. C'est-à-dire que c'est un fantasme absolu. En fait, le droit sans la politique, ça n'existe pas. Et donc, c'est tout simplement une invention. Donc, le juge ne peut pas faire autrement, mais jusqu'à présent, c'est vrai, il a surtout appliqué ce qu'on appelle des procédures. C'est-à-dire, il a surtout dit, voilà ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais pas les raisons pour lesquelles vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et la décision du 31 mars 2025 du tribunal correctionnel de Paris est très intéressante parce que, en fait, le tribunal essaie d'expliquer pourquoi il applique la peine d'inéligibilité et pourquoi il entend donner exécution provisoire à cette peine au regard de la raison pour laquelle cette peine a été instituée. Et c'est ça qui est aussi est nouveau, c'est que le juge n'est pas souvent dans ce travail d'explication et de recherche de ce pourquoi la règle a été faite. Et là, il dit clairement que la défense du Rassemblement national a construit une théorie qui va à l'encontre des principes qui sont applicables au mandat que les élus exerçaient, qui sont contraires à la démocratie telle qu'envisagée par le Parlement européen. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une décision vraiment pertinente de ce point de vue, qui est audacieuse par rapport à ce que les juges ont l'habitude de faire, mais qui justement ne devrait pas être considérée comme audacieuse, qui devrait être considérée comme la norme. C'est-à-dire que le juge doit comprendre quelle est la politique qui est dans le droit, quitte à ce que ce droit se retourne contre ceux qui l'ont fait. Donc c'est le principe normalement de ce qu'on appelle un état de droit. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est cet argumentaire où elle parlait, donc, dans la décision, ça disait clairement que la rhétorique de la défense, enfin la logique de la défense du RN arrivait quasiment à une forme d'immunité sondagère, d'immunité où en fait c'était impossible d'être condamné à partir du moment où il y avait des gens qui votaient pour soi. Et donc c'est une décision qui a été prise, qui a été justifiée de cette façon-là, notamment avec tous les risques de récidive et toutes les preuves quand même très grosses et qu'on a mentionnées au début. Donc, une fois n'est pas coutume, Lucie, si tu veux
prendre à entamer sur ce sujet-là. Oui, alors bon, effectivement, je trouve que c'est assez, enfin, comment dire, la conséquence de cette décision est nécessairement politique. Enfin, effectivement, c'est difficile dans le contexte actuel de le décorréler en fait du politique. Voilà, après, je pense que oui, là, on est sur quand même une nouvelle dimension peut-être du rapport à la décision de justice. Après, c'est vrai que j'ai pas de commentaires de plus à apporter par rapport à ça. Je pense que tout est dit dans cet extrait. Oui, c'est la compréhension de la provenance d'une décision de justice, comment le cheminement en fait pour arriver à une décision de justice, il est forcément lié aux politiques et c'est très important de réfléchir là-dessus comme le font les experts et les experts du droit et comme le fait Laureline Fontaine ici. Ouais, et aussi, pardon, j'ai oublié de le dire en lançant la discussion, mais voilà, cette séquence sert aussi d'introduction aux réactions qu'il y a eu à gauche. Juste pour les rappeler rapidement, globalement, voilà, c'était défense de l'état de droit. Il y a eu un meeting, alors c'était seulement les Verts et LFI, mais globalement, il n'y a pas de différence dans le fond sur la défense de l'état de droit, si ce n'est une nuance sur la loi en soi qui a été votée pour l'inéligibilité immédiate ou non. Avec exécution provisoire ou non. Donc ça, c'était la France Insoumise spéciale, je ne suis pas sûr, mais la France Insoumise disait globalement, même s'il y a des dissensions internes, être contre ce principe-là. Voilà, donc c'était un peu pour lancer ce sujet. Je trouve que cette vidéo était bien. Donc Halilé, je ne sais pas si tu as un mot à dire sur les réactions et voilà. Oui, c'est vrai que en fait, je trouve ça hyper, hyper intéressant et j'ai lu quelques bribes du rapport et en fait, c'est vrai que les juges ont vraiment fait un effort d'explicitation, si ça se dit en français. On est des Français de l'étranger, alors vous me pardonnerez. Vraiment un effort, ouais, d'expliciter leur cheminement et pourquoi est-ce qu'ils avaient... Parce qu'ils sont trois, on parle souvent de la juge, parce que du coup, c'est elle qui a été mise en avant, mais enfin, surtout par l'extrême droite. Mais du coup, ils ont vraiment fait tout un travail et je trouve ça, en fait, très bien. Et notamment même après le jugement, le fait qu'il y ait un appel aussi vite à l'été prochain pour au moins avoir... Enfin, ne pas donner de carte au RN pour dire « Ah bah vous voyez, en appel, c'est sûr, notre condamnation va sauter, ou en tout cas notre inéligibilité va sauter », pour pas leur donner de carte. L'appel a été placé le plus rapidement possible. Et je trouve que oui, c'est très bien. Et effectivement, sur ce truc de voir la politique dans le droit, en fait, je trouve ça hyper important. En tout cas, la manière dont je le vois, c'est que le droit est aussi là pour, comment dire, respecter les limites de chacun et les pouvoirs de chacun. Un élu est élu parce que un nombre plus ou moins grand de personnes a voté pour lui, mais ça ne le place pas au-dessus des lois. Et c'est un peu ce qu'a essayé de faire Marine Le Pen en disant les gens voyaient en moi leur prochaine présidente, comment pouvez-vous m'arracher au peuple français? Mais en fait, si on écoute le peuple français, la majorité pense que la peine était juste. Donc en fait, c'est le fait que tu aies été élu ne te place pas au-dessus des lois et ne te confère pas un pouvoir, oui, une espèce de souverainisme comme ça. Non, c'est important comment dire, de ne pas acquérir des droits ou alors des statuts qui ne sont pas les nôtres. Et donc ouais, je trouve ça bien de le rappeler. D'autant plus que on n'a pas interdit au RN de se présenter, on a juste interdit à une citoyenne comme une autre de se présenter à cette élection, quoi. Olivier? Oui, en fait, voilà, donc cette défense un peu absurde du RN, c'est littéralement la remise en cause de ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est ça. C'est dire le droit prime sur le pouvoir politique. Hein, ou formulé autrement, voilà, tout le monde est égal devant la justice, quoi.
Et le RN, en fait, rappelle là que, en fait, il est contre l'état de droit. Et l'état de droit, c'est vraiment une des bases de tout régime démocratique qui existe. Enfin, voilà. Je pense qu'il n'y a aucune démocratie qui existe qui ne peut pas se fonder sur l'état de droit, quoi. Donc oui, c'est politique d'un certain sens pour les magistrats de dire bah, on va défendre l'état de droit, on va défendre la République. Mais oui, enfin, je pense que effectivement tout est politique entre guillemets et que c'est quelque chose d'absolument fondamental et heureusement qu'ils l'ont fait. C'est très bien aussi de l'avoir rappelé aussi dans leur jugement très détaillé. Ouais. Au final, il y a Ouais, même quelque chose d'assez triste à on est tous là à se réjouir en fait de cette condamnation, comme si voilà, on a réussi à faire fonctionner, en fait, à avoir une décision de justice enfin voilà, qui est normale. Enfin, il y a eu sanction d'une fraude et c'est un peu désespérant de se dire que bah en fait ce soit pas la norme et que le RN passe son temps à crier au laxisme et que enfin ce soit toujours ce camp qui agite le fait qu'on ne soit pas assez strict en matière de décision de justice et donc voilà, c'était juste une réaction un petit peu à chaud par rapport à ça que je voulais exprimer, bien sûr. Et je me permets de réagir parce que c'est un peu ce côté-là, c'est leur rhétorique pour répondre à ça, leur argumentaire donc complètement complotiste, c'est de dire bah, c'est bien la preuve que c'est des juges rouges parce qu'on ne condamne pas les délinquants ou que sais-je. Mais bon, mais on nous condamne nous parce qu'on est la vraie opposition, machin. Sauf que, et c'est là d'ailleurs, je me permets du coup de mettre un peu les pieds dans le plat sur on va dire le léger point de désaccord à gauche sur l'exécution provisoire parce que justement, quand on regarde par exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est quand il y avait eu les émeutes après la mort de Naël. Là, c'était des exécutions provisoires très sévères. On avait des 6 mois, des 1 an de prison du ferme pour des gamins qui avaient cassé une vitre ou volé un paquet de chips. Alors voilà, personne n'est pour casser quoi que ce soit, mais voilà, c'est quand même des gens qui ont pris tarif pour des sujets beaucoup moins graves. Et donc, c'était ça aussi la position, de dire attention, exécution provisoire, quand ça nous arrange, quand c'est le RN, où là, c'est si gros, ça paraît bien, ça paraît être une bonne idée, dans ce cas, avec l'inéligibilité notamment, parce que là, il n'y a pas d'histoire d'élection ou non, mais ça peut aussi se retourner parce que ça peut donner un argument et dire, bah, regardez, si vous êtes d'accord avec ça, alors on a bien fait de condamner tous les gamins de cité très violemment. Donc voilà, je voulais mettre les pieds en place sur ce sujet-là quand même. Donc, je ne sais pas, peut-être, Olivier, si tu as une réaction à ce que je viens de dire. Oui, juste faire un tout petit point avant ce que tu as dit qu'il y avait eu une manifestation pour défendre l'état de droit. En fait, il y en a eu deux. Il y en a eu une première où effectivement seuls les partis politiques LFI et les Verts ont appelé à y participer, même s'il y a aussi des personnalités des Verts comme Sandrine Rousseau qui a souhaité ne pas y aller. Et après, il y a une deuxième manifestation qui a été, elle, organisée par les associations, notamment les associations de magistrats, hein, mais pas seulement, auxquelles tous les partis de gauche se sont ralliés. Voilà. Oui, sur cette question d'exécution provisoire, voilà. Tu l'as rappelé, il y a en fait, ça concerne beaucoup de cas différents dans le droit français, y compris le retrait de permis, etc., où il peut y avoir des exécutions provisoires prononcées. Il y a toujours quand même un juge derrière comme ça qui décide ou pas. Il n'y a rien de absolument automatique en France. Et donc il y a plein de cas différents comme ça où des gens en fait ont une peine qui est appliquée comme un retrait de permis ou des choses vachement plus graves de détention provisoire, enfin vachement plus qui dure pour soi. Voilà, même si tous les recours judiciaires n'ont pas été épuisés. Et après sur la question de l'inéligibilité politique, on a vu que le RN a quand même fait traîner 10 ans la procédure.
déjà quand même de sa condamnation, hein. Et cette règle a été petit à petit introduite justement pour que ces peines aient un effet quelconque. Parce que donc c'est un espèce de compromis entre la liberté de chacun et aussi une certaine efficacité, quoi. Parce que sinon, la peine d'inéligibilité, en fait, finalement, n'était jamais une peine. S'il n'y avait pas la possibilité pour des magistrats de la prononcer dans des cas précis, quoi. Et là, on voit très concrètement, quoi, que le RN a continué à voler, donc c'est plutôt une bonne idée a priori de se dire voilà, c'est important en fait qu'on ait cet outil-là un peu de compromis, hein. Et il y a plein comme ça de choses qui existent dans la loi française qui sont des compromis entre l'efficacité et la liberté, hein. On pense à la garde à vue, par exemple, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est condamné à rien, à une privation de liberté pendant un certain temps, voilà, 24 heures, 48 heures, comme ça. Bon, voilà, ça existe et dans certains cas, c'est clairement abusif. Dans d'autres cas, en fait, c'est utile en fait pour mener des enquêtes judiciaires. Donc, de mon point de vue, non, mais voilà, t'as très bien, je trouve ça t'as bien une expliqué. bonne règle. Lillet, ton avis sur cette question ou ces questions, devrais-je dire? Oui, bah alors, j'ai tellement de pensées, mais on prend un live 24 heures une fois. Mais c'est vrai que, en fait, bon, déjà, le droit est fait aussi en partie par nos députés. Et donc, il y a des fois où il y a effectivement des textes qui ont été votés par des députés et qui s'appliquent pour des députés qui ne sont pas contents. Et qui ensuite essaie de le changer après la condamnation, hein. On regarde Ciotti qui va fièrement défendre le RN à l'Assemblée. Et effectivement, en fait, c'est vrai que le droit étant mouvant et changeant en fait tout le temps, effectivement, il est toujours améliorable et il y a toujours une mesure qui peut être très positive comme très négative dans des situations différentes. Et c'est bien que ça puisse donner matière à réfléchir et du coup à démarrer des discussions et voir dans quel cas est-ce qu'elle est nécessaire ou pas. Et effectivement, sur cette idée d'état de droit, en fait, c'est... moi, je me réjouis de la condamnation du RN, pas parce que c'est le RN et que je me réjouis qu'on leur tape dessus, mais ils se font taper sur les doigts parce qu'en fait, ils ont enfreint, ils ont dépassé la limite, ils ont enfreint la loi. Et en fait, l'état de droit, c'est respecter la règle de droit, l'imposer aux autres, mais se l'imposer aussi à soi-même. Et quand, comment dire, la manière dont l'a explicité les juges, c'est que même dans la défense du RN, il y a rien en fait, il y a rien. C'était un déni complet. Complet. Il n'y avait pas d'aveu, il n'y avait pas de peut-être que, il y avait, vous voyez des choses fausses, vous dites des choses fausses, ce sont de fausses accusations. Et il y a aussi ce refus, enfin c'est même pas un déni parce que c'est un déni que sur les plateaux télé, mais ce refus de se soumettre à l'état de droit a, je pense, aussi été sanctionné. Mais c'est bien que ça puisse mener à des discussions, notamment sur l'exécution provisoire. Dans quel cas est-ce que c'est nécessaire, dans quel cas est-ce que ça l'est pas. Je ne suis pas juriste, mais effectivement, en voyant Jordan Bardella réitérer il y a un mois au Parlement européen en plus, alors que son siège est froid, mais alors froid de chez froid, j'ai trouvé ça quand même assez gros, quoi. Voilà. Le fameux Bardet Palin. Ah, mais tout solo. Ouais, c'était. Mais oui, bien sûr. Et sur ce qu'il y a. Pardon, tu voulais rajouter un truc ou Non, j'ai terminé.
Non, du coup, voilà, en effet, si exécution provisoire il n'y a pas, ça voudrait dire destitution immédiate. C'est forcément, faudrait impliquer ça. Ça ne veut pas être. Mais voilà, c'est un débat. Personne, je pense qu'ici personne n'est forcément juriste, mais voilà, c'est bien qu'on ait chacune et chacun pu développer les positions. Je ne sais pas si Lucie, tu voulais rajouter quelque chose. Sinon, on peut passer au dernier extrait. Juste pour Lucie, tu voulais dire un truc particulier sur. Non. Du coup, juste pour introduire, alors ce dernier extrait, c'est Eugénie Merriot, donc qui est donc une juriste et une historienne et une philosophe du droit, et qui a écrit sur la démocratie, l'état d'urgence notamment, elle va en parler un peu, et sur comment, voilà, donc là c'est son dernier ouvrage de 2024, Géopolitique de l'état d'exception qu'on voit, donc elle va en parler pendant 1 minute 30 à peu près, donc c'est sur l'émission Le Média, sur le média, et l'émission s'appelle La Grande H pour la grande histoire. Et elle dit une hypothèse très forte, je trouve, mais qui, je trouve, il faut l'avoir en tête en termes de réflexion sur l'état de droit. Moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec elle, mais en tout cas, elle m'a bousculé, on va dire. C'est le fait de dire qu'un état de droit, c'est toujours construit avec un état d'exception qui est l'état d'urgence, en parallèle, et même, c'est ça son hypothèse forte, l'état de droit repose parce qu'il existe un état d'urgence. Et donc, elle va développer un peu ça, et après, on pourra réagir un petit peu. Je suis intéressée à tous les grands auteurs libéraux du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, donc au XVIIe et au XVIIIe, Locke et Montesquieu. Les Lumières, donc. Les Lumières, absolument. Qui sont censés être la source précisément de cet universalisme enfin advenu. Absolument, et on voit qu'à l'époque des Lumières, donc il y avait le Code noir qui était en vigueur, et il y avait ce principe dual également qui était mis en place par les juridictions, le principe de la liberté en métropole, l'esclavage dans les colonies. Et il y avait donc ces législations au Royaume-Uni comme en France d'interdiction progressive de l'esclavage, mais uniquement sur le sol métropolitain. Donc les esclaves qui étaient ramenés en France ou au Royaume-Uni devaient être libérés, et nous avons des grandes jurisprudences sur ce sujet-là, où les juges maintiennent ce principe de esclavage dans les colonies et liberté à l'intérieur. Donc il y a vraiment ce dualisme de la pensée qui est présent dans le libéralisme, où on a toujours les inclus et les exclus, et cette frontière, elle dépend du critère de civilisation. Et qu'est-ce que ça fait, ce critère-là? Ça permet de ne pas avoir de dissonance cognitive entre la pratique aux marges et la proclamation universelle. Ouais, alors du coup, juste, je me permets de faire 2-3 précisions avant de vous donner la parole, parce que quand elle parle de marge, elle fait distinction entre le centre, donc là où il y a l'état de droit, la démocratie qui s'applique, et les marges, donc qui sont les personnes sorties en dehors de la civilisation. Et donc c'est ce qu'elle comparait ça avec les phénomènes de colonisation, d'esclavagisme, etc. Et elle dit que ça arrive également en France actuellement, et je trouve ça intéressant là où on parle de loi narcotrafic, où il y a des durcissements de la loi, mais sur ce qui va dans les faits sûrement engendrer des phénomènes racistes matériellement, c'est-à-dire que c'est des quartiers où il y a beaucoup de racisés qui vont être d'autant plus surveillés, et c'est ça qu'elle appelle les marges, c'est le côté où voilà, les personnes qui sont mises en dehors de la civilisation, et elle dit c'est exactement pareil, le discours des néoconservateurs sur nous le bien, le camp du bien contre le camp du mal, des barbares, etc. Donc voilà, c'était ça l'aspect dual qu'elle voulait mettre en avant. Donc moi, je trouve ça intéressant comme réflexion. Donc allez, Olivier, vu que tu as le micro activé, je te prends de court si jamais tu as une réaction. Et sinon, on peut passer si vous voulez. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris le point de vue, pour être honnête. Est-ce que c'est pour dire que, en fait, on défend l'état de droit, mais en fait, on se dit, en fait, ça ne s'applique pas à tout le monde de manière uniforme, et qu'on fait une classe d'exception, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ce qu'elle disait, c'est que dans la pensée libérale, il y a toujours eu le côté, il y a toujours une forme d'exception. Et alors, son hypothèse très forte, je ne sais pas si j'adhère, c'est de dire que cette exception fabriquait l'état de droit,
Et en gros, alors c'était une critique, voilà, c'est une position très à gauche où elle critique, anti-impérialiste. Elle dit c'est parce qu'il y a de l'impérialisme que cet état de droit est dual. Donc voilà, c'était ça la position et je trouve ça intéressant d'en parler. Moi, ce que ça m'évoque, j'espère que c'est pas trop un pas de côté, mais c'est, en fait, c'est quand on dit que la France est une démocratie. Pour moi, la France n'a commencé à être une démocratie que à partir de 1944, c'est-à-dire à partir du moment donné où les femmes ont eu le droit de voter. Enfin, c'est à ça que ça m'évoque, quoi. Je veux dire, avant, tu vois, on appelait ça une démocratie, mais quand t'as la moitié de la population qui peut pas voter, c'est pas sérieux en fait de mettre ce mot-là, je trouve là-dessus, quoi. Donc c'est un peu ça que ça m'évoque sur ce côté un petit peu. On se met un grand mot sur voilà, nous on est très fort, on est une démocratie, mais en fait il y a là pour la coup la moitié de la population qui n'a pas accès au droit de base qui est le vote. C'est plutôt ça que ça m'évoque. Voilà. Ok, mais c'est vrai que là elle parlait plutôt des populations non, avec des greniers non civilisés, suivant les époques, et ça évolue à chaque fois, évidemment, tristement. Mais en effet, les femmes, évidemment, étaient complètement exclues du jeu, du vote, en tout cas, jusqu'à 44. Alilé, je ne sais pas si tu as une réaction. Ouais, en fait, j'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent dans mon cerveau. En fait, si on prend cette définition, cette date de naissance de la démocratie française, du coup, peut-être prendre les années 70-80, quand les Outre-mer ont eu le droit de vote. Du coup, là, on retarde. Donc, on est une bébé démocratie. Je savais pas ça, ok. Ouais. Mayotte, en tout cas, pour la Réunion, on est vraiment devenu un département en 70-80, quelque chose comme ça. Et on n'avait pas encore, plutôt années 80, je crois. On n'avait pas le droit de vote. Voilà, c'est devenu vraiment petit à petit. Okay. Mais effectivement, je me suis noté des choses que j'essaye de... Oui, effectivement, cette exception, en fait, à chaque fois... en fait, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec maintenant et la condamnation du RN dans cette affaire, parce que en fait, là, l'exception que voudrait faire le RN pour son cas, en fait, c'est une exception pour comment dire, toutes les exceptions qui ont été faites auparavant, c'était toujours pour oppresser les minorités, les mêmes. Et avantager, ou en tout cas pas trop bousculer toujours les puissants. Et du coup, c'est un peu, je trouve, comment dire, peut-être que c'est aussi parce que c'est le moment, par exemple, effectivement, on parle des lois narcotrafic, en fait, on agite cette espèce d'épouvantail de « oulala, les gros méchants narcotrafiquants vont venir… je ne sais pas exactement quel est leur argument, je n'écoute pas ces arguments. Mais par exemple, je pense aux lois qui ont été faites dans les gros moments de peur liés au Covid ou au terrorisme, ou vraiment ces épisodes où en fait toute la France, ou en tout cas collectivement, on se retrouve vraiment effrayé par quelque chose. Et c'est là, à ce moment-là, où il y a quelque chose qui shift, qui bascule et où on nous fait passer quelque chose qui n'est pas normal. Ou alors quand c'est les JO et que tout le monde nous regarde et qu'on fait bien semblant, et ben derrière, on nous passe des lois sur les surveillances de masse ou ce genre de choses. Et je trouve qu'on parle souvent de 6e République, et en tout cas, c'est dans notre programme du NFP, on en parle souvent, mais du coup, 6e République, ça va un peu tout rien dire, parce qu'en fait, c'est un cadre, et à l'intérieur, on y met ce qu'on veut. Mais justement, je trouve que c'est un espèce de défi pour essayer de voir comment est-ce que on ne fait pas... comment est-ce qu'on gère cette exception ? Pourquoi est-ce qu'elle est faite ? Regarder les mécanismes qui ont mené à des exceptions et qui faisaient partie de ces exceptions, et essayer de construire en tout cas une meilleure république plus juste et plus égalitaire. Comme ça, dit comme ça, c'est un peu utopiste, mais en tout cas, ça pose un débat, ça pose une discussion, et c'est déjà le début en fait d'une démocratie idéale, même s'il n'en existe pas, en tout cas la plus idéale possible. Lucie ?
Oui, peut-être pour revenir sur ce qui a été dit sur la manière de rendre, de perfectionner en fait notre démocratie et d'inclure le plus de personnes possible dans le statut de votants et votantes. C'est vrai qu'effectivement, comme l'a dit Olivier par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vivent en France actuellement et qui n'ont pas le droit de vote, alors qu'on pourrait penser que c'est pas parce qu'on n'est pas parce qu'on n'a pas le passeport qu'on ne pourrait pas voter en France. Enfin, ça, c'est aussi une dimension qu'on pourrait carrément prendre en considération, en fait, d'inclure de plus en plus de personnes dans le, comme dit dans le statut de votant-votante. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un côté très pernicieux, en fait, dans ce dualisme à l'heure actuelle, c'est qu'avant les déclarations d'indépendance, c'est terrible à dire, mais du coup, il y avait ce dualisme qui est de jure, c'était on avait cette différence entre les colonies et la métropole. Et en fait, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ce dualisme, il est beaucoup plus. Il est aussi très pernicieux parce qu'en fait, de jure, tout le monde est censé, sur le territoire français, être soumis aux mêmes lois, mais de facto, et c'est là que c'est très pernicieux, c'est pas le cas en fait. Sous couvert de dire on définit une loi qui va s'appliquer à tous et toutes, on sait très bien que des personnes vont être lésées, beaucoup plus lésées de fait, alors que juridiquement, tout le monde est soumis au même régime. Du coup, c'est un dualisme qui est tout aussi présent et qui, on va avoir une différence d'application entre, selon si on est un citoyen, une citoyenne lambda, ou si on est un ou une élue avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de réseaux comme Le Pen, par exemple. Donc, c'est ça que je trouve aussi très frustrant, c'est que le dualisme, il est beaucoup de faits, et ça, de détricoter ça va nous prendre aussi beaucoup de temps, et voilà, je voulais juste réagir à ça en disant ça. Et en effet, suivant même des critères de genre ou de race sociale, de la manière dont on est racisé, la loi ne s'appliche pas de la même manière, il n'y a pas forcément les mêmes contrôles, voilà, ça c'est aussi des choses qui jouent. C'est ça que je veux dire dans le de fait, quoi, ouais, tout à fait. Oui, bien sûr. Ou même suivant nos moyens financiers, notre couverture médiatique. Et ce que tu as dit, l'idée, et c'est très intéressant sur comment des événements politiques peuvent durcir l'état de droit, et ça, je pense, qui est intéressant dans ce dualisme, c'est de dire que la dérive autoritaire est déjà présente, en fait, constitutionnellement et légalement. On a vu l'état de droit, l'état d'urgence appliqué en 2005, donc quand on avait les émeutes suite à la mort de Ziad Ebouna, avec Hollande en 2015, suite aux attentats terroristes. Et donc, ces dérives autoritaires prennent des choses déjà existantes, et on voit que même la manière dont la police, par exemple la BAC, a été formée, ça vient quand même de processus appliqués dans les colonies. Donc moi, je trouve ça intéressant à avoir comme réflexion, en tant que militante et militant, de se dire, en fait, il y a ces choses-là qui existent, ça sort pas de nulle part du chapeau, et donc on n'est pas là pour faire le sujet, et c'est les gens qui sont intéressés à aller vraiment voir le contenu de Laureline Fontaine ou de Ginny Meriot, ou d'autres personnes qui parlent de ces sujets-là pour plus approfondir, mais je trouvais ça intéressant à mentionner. On a déjà fait assez long, donc je ne sais pas si peut-être un dernier mot pour chacune et chacun, si vous voulez conclure, et après on pourra avancer dans l'émission. Donc, allez, Olivier ou Alilé, allez, t'as pris la parole, c'est un dernier mot. Ah, j'ai pris la parole pour dire je vous laisse la parole. Ah, d'accord, pardon. Moi, dis-moi un dernier mot. Olivier. Allez, Olivier. Oui, défendons l'état de droit, ouais. Et oui, comme tu l'avais rappelé, la grande faiblesse des réactions quand même de la droite face à cette décision de justice, c'est très inquiétante. On sait maintenant que LR de toute façon est passé du côté obscur, et que ils ont exactement le même discours que le Front National là-dessus, donc voilà. Quand on attend le jugement de Sarkozy, mais on peut attendre à coup sûr aussi des grands coups d'Orphée, et des discours sur les juges rouges et tout ce qu'on veut. Alors qu'on parle quand même de quelqu'un qui a des affaires de corruption avec un dictateur, une des grandes personnalités du terrorisme international. Enfin, on est quand même sur du très haut niveau, je trouve, en termes de moralité ou d'immoralité. Donc oui, ça
m'inquiète un peu de dire, est-ce que il va plus rester que la gauche, quoi, pour défendre ça, ou est-ce que voilà. Donc, serrons les coudes en tout cas. Est-ce que la gauche n'a jamais été la seule défenseuse de tout ça? C'est une question pour un autre podcast. Mais effectivement, je rejoins ce que Olivier disait. Je sais pas. Je dirais, continuons à nous informer et à protéger cet état de droit, même si parfois il nous enquiquine ou parce que on approche de la limite ou parce que non. Soyez conscients qu'on est tous sous la même loi, sous la même juridiction. Je dirais aussi qu'il faudrait Enfin, je mets, en tout cas dans ma vie personnelle, un point d'honneur à toujours être exigeante envers tous les responsables politiques. Ceux que j'aime pas comme ceux que j'aime, comme ceux que je peux connaître, comme ceux que je connais pas. Toujours être super exigeante et demander un comportement exemplaire, en fait. Voilà. Pour les autres comme pour nous, à droite comme à gauche. Bon, l'extrême droite n'a aucune éthique, donc je leur demande pas cet effort, mais ouais, on demande une exigence. Voilà. Lucie, un dernier mot Je plus toi ce qui a été dit et aussi ce que vient de dire Alilé. C'était un peu ce que je voulais dire aussi. La notion d'exemplarité, elle est de toute façon centrale quand on est élu et c'est juste une question de respect vis-à-vis du corps électoral et puis voilà, de tous les gens qu'on représente. Voilà. Ouais, et voilà, moi, en une phrase, rappeler que la loi, c'est aussi un état, et la loi et son application, c'est aussi un état des rapports de force concrets aussi, donc faut vraiment se mobiliser à chaque fois pour que la loi soit appliquée quand elle nous paraît juste ou soit modifiée. Et donc, c'est un combat permanent parce que voilà, ça évolue constamment. Et ça peut aussi régresser dans certains domaines, on le voit hélas dans beaucoup trop de pays dits démocratiques. Bon, merci tout le monde. C'était très chouette comme grosse chronique à préparer. C'est la première fois qu'on faisait ça avec autant d'interventions techniques et je pense qu'on s'en est très bien sorti. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé. Puis, on va passer à Nathanaël, il me semble, c'est ça ? Il me semble, ouais. Je lance un petit générique parce que c'est vrai que sur ce générique, on voit tous les événements du NFP qui vont venir dans le mois et ça passe assez rapidement. Donc, je veux quand même vous relancer ça et voilà. À tout de suite. On se retrouve pour la chronique de Nathanaël. Okay.